Bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais partager avec vous quelques instructions à propos du déroulement du webinaire. Ce webinaire se déroulera en français avec interprétation simultanée en anglais. Pour sélectionner l'audio de votre choix sur votre ordinateur de bureau, cliquez sur le bouton d'interprétation qui est l'icône du globe au bas de votre panneau de navigation. Sur un appareil mobile, cliquez sur l'icône plus et sur la langue d'interprétation pour sélectionner votre langue audio. Pour sélectionner la langue de vos diapositives sur le bureau, cliquez sur Options d'affichage au haut de votre écran, puis sur la langue de votre choix, anglais ou français. Sur un appareil mobile, il y a un petit menu déroulant Partage d'écran au haut de votre écran et lorsque vous cliquez dessus, les options des diapositives s'affichent. Nous partagerons aussi un PDF et une vidéo dans le clavardage pour expliquer comment sélectionner la langue de l'audio et des diapositives. Le micro et la caméra de chaque participant sont automatiquement éteints. Un service d'interprétation en ASL est offert. Si vous avez besoin d'interprétation en langue ASL, veuillez communiquer directement avec les interprètes en utilisant la boîte de clavardage. Le sous-titrage en direct est aussi disponible. Si vous avez des questions pour les présentateurs ou présentatrices, veuillez les taper dans la fenêtre de questions-réponses. Pour désactiver les notifications du clavardage, cliquez sur la flèche à côté de la fenêtre de discussion dans la barre de menu Zoom, puis cliquez sur Afficher les aperçus de discussion pour qu'elles soient décochées. Si vous voulez obtenir du soutien, vous pouvez consulter la liste de soutien et de services qui sera affichée dans la fenêtre de clavardage. Un lien vers le formulaire d'évaluation s'ouvrira automatiquement dans votre navigateur une fois le webinaire terminé. Un certificat de participation sera généré une fois que vous aurez terminé cette évaluation. Le webinaire est enregistré. L'enregistrement et tout le matériel, comme les diapositives, seront affichés sur le site web du Learning Network et vous seront envoyés par courriel après l'événement. Je vais maintenant faire une pause et nous allons lancer l'enregistrement et officiellement commencer le webinaire. Bonjour, je m'appelle Sabri Adel Sadi et je suis coordinateur d'implémentation francophone au Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants de l'Université Western. Au nom des équipes du Learning Network et du Centre de connaissances, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire Comprendre les réalités des personnes de la diversité de genre pour créer des environnements et des communautés de soutien bienveillants. Je tiens à souligner que notre travail se déroule sur les terres traditionnelles des nations Anish-Inabek, Haudenosaunee, Len-Afawouk et Shonoton. Ces terres sont liées au traité du canton de London et de Sambra de 1796 et au pacte de la ceinture Wampum faisant référence au concept du bol à une seule cuillère. Nous faisons cette reconnaissance pour contrer la doctrine de la découverte et reconnaître les terres de la souveraineté autochtone. Nous reconnaissons aussi que de nombreuses personnes noires ont été violemment déplacées au Canada en raison du colonialisme colonisateur et de l'esclavage. Nous continuerons de collaborer avec les communautés pour lutter contre le colonialisme, le racisme, contre les personnes noires et d'autres formes d'oppression qui demeurent omniprésentes au Canada et qui entraînent des répercussions disproportionnées de la violence fondée sur le sexe sur les communautés opprimées. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Zachary Georges Gagné, qui est une personne francophone, non-binaire, transféminine écrit. Elle est actuellement coordinatrice de l'engagement francophone au réseau Enchanté, le plus grand réseau d'organisations d'ES LGBTQ+, au Canada, et présidente de FrancoQueer, l'association provinciale ontarienne des francophones LGBTQ2+A. Je cède maintenant la parole à Zachary pour commencer le webinaire. Miigwech, Kwe, Zachary Georges Nsinkaswin. Bonjour tout le monde, mon nom est Zachary Georges. C'est un plaisir de vous rencontrer virtuellement puis de passer ce moment ensemble cet après-midi.
Si vous me le permettez, avant de faire quelconque introduction en détail, je passerai maintenant avec ma reconnaissance des territoires, qui est juste ici. Donc, à travers le Canada, des terres non cédées soutiennent plusieurs nations et communautés autochtones. Nous reconnaissons que notre réseau inclut des organisations membres qui se trouvent sur les terres ancestrales de plusieurs nations et peuples autochtones. Notre siège social est situé sur le territoire du Traité 6, un lieu de rassemblement pour plusieurs peuples autochtones, incluant les Cris, Pieds-Noirs, Métis, Sioux, Nakota, Iroquois, Dene, Ojibwe, Saulteaux, Anishinaabe, Inuit et plusieurs autres. La direction générale du réseau Enchanté habite sur le territoire algonquin non cédé. Personnellement, aujourd'hui, je me retrouve sur une terre qui s'appelle Cataraqui, aussi colonialement connue sous le nom de Kingston, en Ontario, et qui est la terre traditionnelle de différents peuples, notamment les peuples Anishinaabe, Haudenosaunee et Huron-Wendat. Notre réseau s'engage à créer des espaces sécuritaires qui accueillent les communautés Deux Esprits et NG-Queer. Cela comprend les organisations, les communautés et les leaders autochtones, Inuits, des Premières Nations et Métis. Le réseau Enchanté reconnaît aussi que la colonisation est encore présente au Canada et ailleurs dans le monde. Nous reconnaissons que individuellement et systématiquement, certains et certaines d'entre nous participent et bénéficient de la colonisation la reconnaissance est notre point de départ. Et pour continuer à faire notre part, nous devons écouter, amplifier et mettre en pratique les appels à la justice pour les communautés autochtones. Je vous invite donc aussi à faire une réflexion aujourd'hui, puis après l'atelier d'aujourd'hui, à continuer à réfléchir sur la relation que vous-même vous entretenez avec la Terre et sur laquelle vous vivez, avec les peuples qui ont pris soin de ces terres et qui en prennent soin encore à ce jour, et qui vivent, et les expériences des personnes qui vivent sur ces terres et qui sont impactées par la colonisation. Donc, je vous remercie d'avoir pris ce moment avec moi. Je reviens à la diapositive juste avant pour me présenter. Donc, oui, mon nom est Zachary-Georges Gagné. J'utilise les pronoms elle et il en français et les pronoms she and they en anglais. Puis, je suis la coordonnatrice de l'engagement francophone au Réseau Enchanté. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous tous aujourd'hui, de prendre ce moment-là pour apprendre un peu plus sur les réalités des personnes de la diversité de genre. J'ai bien hâte de parler un peu plus aussi du contexte francophone minoritaire. Et on va terminer en parlant un peu plus des pistes d'idées pour créer des espaces sécuritaires ensemble. Et donc, comme Sabri a mentionné juste avant, je suis une personne non-binaire. Je suis transféminine et je suis de la Première Nation Cri de Waswanipi. Donc, je me suis introduit en Cri juste avant. Ce n'est pas une langue que je maîtrise, mais c'est une langue que j'apprends au quotidien et que c'est très important pour moi de l'utiliser le plus souvent possible parce que ces langues sont en voie de disparition et il y a des grands problèmes d'utilisation et de stéréotypes et de stigmatisation entourant les langues autochtones. Et je suis francophone dans une situation minoritaire, mais c'est très peu dire que les langues autochtones sont minoritaires au Canada, alors qu'elles devraient faire partie de notre discours lorsqu'on parle des droits linguistiques. Et donc, ça me tenait à cœur d'aujourd'hui m'introduire en cri à l'entrée de l'atelier d'aujourd'hui. Et donc, un peu plus sur ma personne, comment je traverse le monde. Je suis une artiste, je suis aussi une auteure, une personne qui est passionnée par le plein air, par les relations interpersonnelles. Et c'est un peu ça qui m'amène aujourd'hui à être avec vous. Mon travail au sein de mes communautés sont vraiment sont vraiment menés par mon envie de poser des questions. Puis, certaines des personnes avec qui je partage mon quotidien m'appelleraient même une détective du quotidien parce que ma passion, c'est de poser les grandes questions et je m'entoure de gens qui sont capables d'y répondre. Et donc, aujourd'hui, j'ai très hâte de vous partager quelques-unes des questions qui occupent mon esprit et j'espère que certaines d'entre elles résonneront avec vous
et j'ai très hâte que vous puissiez prendre le rôle de poseuse ou poseur de questions lors de la fin de l'atelier, lors de notre période de questions et réponses et de discussion. Juste avant de vous parler un peu plus du réseau enchanté, comme Sabri a dit, je porte deux chapeaux qui sont un peu plus pertinents pour la conversation d'aujourd'hui. Et notamment, j'occupe le poste de coordonnatrice à l'engagement francophone du réseau enchanté. Je ne sais pas qu'est-ce que chacun et chacune de vous connaissez du réseau enchanté, mais en gros, c'est une organisation à but non lucratif nationale qui est le plus grand réseau d'organisations et de regroupements de SLGBTQI+, au Canada. Donc, on rassemble plus de 200 membres qui sont dans chacune des provinces et chacun des territoires au Canada, ou qu'est-ce qu'on connaît maintenant aujourd'hui comme étant au Canada. Puis nos membres offrent différents services à travers le pays. Nos membres offrent des services de soutien par les pairs, de santé communautaire, de recherche, d'aide à l'accès aux services, et j'en passe amplement. Mais nous, en tant que réseau, on a trois objectifs pour aider nos organisations membres à remplir leur mandat. Donc, on souhaite rassembler les organisations et c'est vraiment la base de pourquoi on existe comme organisation. C'est pour rassembler les différents mouvements puis le travail qui se fait sur la scène nationale. Et en les rassemblant, bien, on a maintenant l'opportunité aussi de les soutenir en offrant différentes formations, en offrant différentes ressources. Puis, on travaille constamment aussi à plaidoyer et à défendre les droits de nos organisations membres et de nos communautés à travers diverses initiatives auprès des bailleurs de fonds, des gouvernements et des différents corps qui ont de l'influence sur le bien-être des personnes de SLGBTQI+. Et moi, j'ai la chance de travailler plus particulièrement avec les communautés francophones et les organisations francophones et qui desservent les francophones et acadiens, acadiennes de partout au pays. Et donc, on a environ 22, organisations qui desservent les personnes d'expression française en situation minoritaire, puis 28 organisations qui desservent celles qui sont au Québec. Et donc, je travaille environ avec une cinquantaine d'organisations à leur offrir du soutien, à les rassembler, puis à défendre leurs droits via diverses initiatives. Puis le deuxième rôle que je porte qui est pertinent, c'est aussi le rôle de présidence chez Franco-Queer, qui est une organisation franco-ontarienne et qui est l'association pour les franco-ontariens et franco-ontariennes de SLGBTQIA+. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment de ces deux expériences professionnelles, puis de mes expériences personnelles, que je m'assois dedans et que je vous présente les informations qui sont ressorties de ces différentes expériences et de différents éléments de recherche que j'ai pu compléter au fil des années. Et donc, avant de me lancer dans le contenu d'aujourd'hui, je vous partage un peu plus sur le travail que j'ai accompli au fil des années, puis l'approche auquel je prends pour faire mon travail et l'accomplir. C'est important pour moi de partager ça pour que tout le monde ici puisse comprendre d'où est-ce qu'on provient ou d'où est-ce que mes idées proviennent, d'où est-ce qu'elles ressortent et sur quoi elles sont fondées. Et donc, mon travail dans les 3 dernières années se concentre particulièrement sur la francophonie en situation minoritaire, sur la diversité sexuelle et de genre et sur les différentes identités autochtones. Puis c'est un privilège comme un défi de travailler avec ces 3 éléments identitaires et c'est un défi de partager ces identités-là aussi avec le travail que j'accomplis, étant donné que ça devient un travail très personnel et très près de mon cœur et souvent qui impacte grandement mes expériences personnelles. Et donc, pour m'assurer de faire ça d'une façon éthique envers moi-même, je tente aussi d'adopter des approches qui sont holistiques, qui sont transféministes et qui centrent des idées transféministes. J'essaie aussi de centrer la résistance et la résilience de mes communautés, parce que c'est très facile lorsqu'on parle des communautés autochtones ou des communautés francophones ou de SLGBTQIA+, de se concentrer sur leurs struggles, sur leurs défis, sur les barrières. Mais c'est vraiment important aussi de parler de leur résilience, puis de la résistance qu'elles ont dû démontrer au fil des années.
Puis dernièrement, j'essaie aussi de tenter d'honorer les connaissances et les façons de voir le monde de mes ancêtres. Et donc, je communique avec les membres de ma famille, avec les connaisseurs et connaisseuses de mes communautés pour essayer de représenter ces connaissances et ces façons de voir le monde à travers mon travail au quotidien. Donc, je vous invite à garder ça en tête aujourd'hui lorsqu'on va parler de tout ce qu'on va parler aujourd'hui. Puis je tiens vraiment à remercier notamment le Learning Network puis l'Université Western pour l'opportunité qu'elles offrent aux Raisons Enchantées, qu'elles m'offrent pour présenter ce sujet qui est super important, surtout quand on pense à des concepts de soutien, de care. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir partager tout cela avec vous aujourd'hui. Et donc, notamment, j'aimerais remercier Diane, avec qui j'ai pu coordonner cet événement, puis aussi Sabri pour la facilitation de l'événement d'aujourd'hui, et toute l'équipe qui est derrière ce bel événement d'aujourd'hui. Et dernièrement, je vous invite aussi à interagir avec le réseau Enchanté. Si vous êtes une personne qui travaille dans une organisation qui offre des services entourant la violence fondés sur le genre, vous êtes probablement une organisation qui est éligible au travail que le réseau Enchanté fait, éligible à notre membriété. Mais sinon, je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux et à soutenir nos différentes initiatives et à les partager dans votre réseau pour qu'ensemble, on puisse créer des communautés canadiennes de SLGBTQIA+, saines, bienveillantes et sécuritaires. Et donc, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Comme j'ai mentionné un peu plus tôt, on va premièrement parler de l'importance de l'inclusion des personnes de la diversité de genre, puis on va contextualiser l'importance de ce rôle-là et de cette inclusion dans la création de communautés de soutien. Donc, je rentre vraiment dans un mindset aujourd'hui que je parle à des gens qui souhaitent offrir des soutiens, offrir des services qui soutiennent les personnes de toute identité. Mais aujourd'hui, on se penche particulièrement sur les réalités des personnes Two-Spirit. Je vais peut-être utiliser le mot deux esprits ou bispirituel aussi, qui sont des termes utilisés en français, et des personnes non-binaires, des personnes trans. Puis on va parler notamment des différents systèmes d'oppression qui impactent leur réalité puis leur environnement. Et dernièrement, on va aborder les spécificités du contexte francophone minoritaire au Canada. Et ces trois éléments-là, de l'importance de l'inclusion, de la réalité des communautés de la diversité de genre, puis les spécificités du contexte francophone minoritaire. On va par la suite essayer de créer ou explorer ensemble des pistes d'idées ou de solutions pour créer des espaces qui sont actuellement et concrètement anti-oppressifs, antiracistes, puis trans-affirming, donc affirmatifs pour les personnes trans ou de la diversité de genre. Et donc, j'espère que vous êtes prêts et prêtes pour embarquer dans cette ride-là avec moi. Il y a du contenu à digérer aujourd'hui. Et je tiens à disclaimer aussi que ce n'est pas un 101 aujourd'hui. Donc, ça se peut qu'il y ait des termes identitaires ou des mots que j'utilise que vous êtes peut-être un peu moins familier et familière avec. Et c'est pour ça que je vous encourage peut-être à ouvrir une fenêtre web avec Google ou votre moteur de recherche favori pour chercher ces mots-là et poursuivre au fil de la conversation. Et sinon, je vous invite aussi à prendre en note ces mots-là et peut-être faire une recherche après l'atelier d'aujourd'hui, si ça vous convient un petit peu mieux. Et donc, lançons-nous dans le contenu et commençons en explorant les réalités des personnes issues de la diversité de genre. On va explorer et parler un peu de leur environnement et de leur contexte. On va parler de leur sécurité physique et matérielle. On va parler du social et de l'interpersonnel, puis de l'accès aux services. Et je commence toujours avec le côté environnement et contexte parce que l'élément important à retenir, c'est que les personnes trans, deux esprits non-binaires, ne sont pas des personnes qui sont intrinsèquement ou fondamentalement problématiques ou qui sont nées en plus d'être transgenres avec des problèmes de santé mentale ou des barrières systémiques ou sociales. C'est l'environnement et le contexte dans lequel on vit. Et là, aujourd'hui, je parle particulièrement du contexte canadien et canadien néocolonial. Et c'est cet environnement-là qui impacte et qui crée des barrières ou des contextes sociaux et qui crée des défis pour les personnes de la diversité de genre.
Et donc, rapidement, je vais faire des liens avec les 5 systèmes d'oppression que je mets devant vous aujourd'hui. Et donc, on a le système colonial, on a le patriarcat, on a la suprématie blanche, le capitalisme et la cis-hétéronormativité. Et je n'expliquerai pas en détail, je vais faire un petit overview, mais le plus important avec chacun de ces éléments-là, c'est que je vais vous faire des liens avec la réalité des personnes de la diversité de genre. Et c'est important de comprendre que chacun de ces systèmes sont interreliés visuellement, mais sont aussi interreliés au quotidien dans la vie des personnes de la diversité de genre. Et ces systèmes-là n'impactent pas seulement les personnes de la diversité de genre non plus. Ça, c'est important de le noter. Mais aujourd'hui, on se concentre sur la diversité de genre. Et donc, je me lance avec le premier, qui est le système colonial. Euh, et il y a des recherches, il y a des écrits, il y a des aînés aussi au sein des communautés autochtones qui partagent depuis longtemps qu'avant le contact avec l'homme blanc, avec l'homme européen, il y avait des modèles de genre qu'on pourrait qualifier de non-binaires au sein des communautés autochtones. Et ces personnes au sein de leur communauté tenaient des rôles très importants, des rôles de leaders, des rôles souvent de guérisseurs, guérisseuses. C'est des gens qui étaient capables de voir plus loin que le présent, des gens qui étaient capables de voir plus loin que la dimension dans laquelle on vit. Et de même que les hommes et les femmes étaient rarement capables d'atteindre ces rôles et d'apprendre ces savoirs, ces connaissances ou ces façons de faire. Et donc, ces personnes-là, qu'aujourd'hui, on réfère à ces personnes-là comme des personnes deux esprits, two spirit ou bispirituels, et ces gens-là, avant le contact, avaient des rôles très importants. Et lorsque les Européens, les colonisateurs, sont arrivés sur l'île de la Tortue, mais rapidement, ils ont pu se rendre compte du rôle et de l'importance de ces personnes dans les fonctionnements communautaires. Et donc, ça a été les premières personnes qui ont été visées par des meurtres, par de l'assimilation intense. Et donc, ça s'est fait notamment via les pensionnats indiens où les personnes qui étaient de genre non conforme au sein des communautés autochtones étaient maintenant forcées à porter des habits très binaires, très européennes, et qui étaient aussi amenées à être catégorisées entre hommes et femmes selon les organes génitaux qui étaient visibles à l'externe. Et donc, ça a été le début, l'arrivée des colonisateurs a été le début de l'imposition des concepts de genre occidentaux, binaires, qui sont très stricts. Et encore aujourd'hui, on ressent les impacts de cette arrivée coloniale. Puis avec les autres systèmes d'oppression, on va comprendre un peu plus qu'est-ce qui mène à cette résistance de ces concepts binaires et stricts. Et donc, on move along avec la suprématie blanche, qui est un concept qui va main dans la main avec la colonisation. Rapidement, là, la suprématie blanche, c'est un système ou une idéologie qui soutient que les personnes de race blanche sont supérieures aux autres races et que ces dernières devraient être soumises ou marginalisées. Puis, dans notre société, sur la place publique, rares sont les personnes qui vont se nommer comme suprémacistes blancs parce que c'est considéré comme extrêmement raciste, très extrémiste. Par contre, c'est un concept et une idéologie qui est gravement ancrée dans plusieurs systèmes de pouvoir canadiens et de nos croyances au quotidien. Et parfois, lorsqu'on vit au jour le jour, c'est dur de matérialiser ces éléments-là, mais c'est des éléments que les personnes racisées, les personnes autochtones, les personnes immigrantes qui sont noires ou de couleur ressentent ces éléments au quotidien à travers les différentes institutions gouvernementales, etc. Et souvent, c'est la suprématie blanche, soit qu'elle est nommée ou pas, c'est souvent un élément qui est utilisé pour justifier des actes de violence et de discrimination à travers l'histoire. Et notamment, on peut penser à l'esclavage, au génocide des personnes noires ou des personnes racisées, des personnes autochtones, puis la ségrégation raciale. Et comme je disais, c'est des croyances qui sont populaires et c'est ancré dans des politiques qui sont toujours en place. Et la suprématie blanche impacte encore grandement la société dans laquelle on vit.
pense maintenant au patriarcat, qui est aussi un système un système culturel, social, qui favorise l'homme dans le realm sociétal, mais aussi plus concrètement au sein des systèmes de pouvoir et des institutions de pouvoir. Et en plus de favoriser l'homme, mais c'est aussi un système qui maintient le statut de toute personne non homme comme étant subalterne. Et donc, c'est un système qui est à la racine des droits de vote opprimés des femmes, des droits au travail. Aujourd'hui, on peut penser notamment à les iniquités salariales. On peut penser au manque de représentation de femmes dans les institutions politiques ou voilà. Et donc, ça dévalorise la féminité concrètement et ça soutient aussi des normes strictes qui déterminent ce qu'est la masculinité. Et le patriarcat, là, je parle de ses impacts sur les personnes non hommes, mais le patriarcat est aussi très toxique, nocif pour les hommes en tant que tels. Même s'ils sont mis sur un piédestal au sein de ces communautés-là, ben, ça maintient aussi des attentes concrètement inaccessibles et pas sustainable pour les hommes et pour la masculinité au total. Ce qui vient aussi ensuite créer des problèmes de santé mentale, des hauts taux de suicide chez les hommes. Et donc, c'est pour ça, lorsqu'on voit des personnes qui s'identifient comme masculinistes. Masculiniste, c'est un peu le mouvement contraire au féminisme. Et les masculinistes, souvent, vont dire que les hommes sont désavantagés dans le système et que le patriarcat est faux, alors que c'est le patriarcat qui est à la cause de ces impacts sociaux et culturels sur les hommes aussi. Et donc là, le patriarcat a un lien très fort avec le colonialisme, étant donné que, encore une fois, c'est l'homme blanc, l'Européen, qui a apporté ce concept et cette structure sociale, malgré que certaines communautés autochtones fonctionnaient aussi sous un système qui pourrait être euh, nommé comme patriarcal aussi. Donc, le quatrième et ensuite un dernier, on parle du capitalisme et c'est important de parler du capitalisme quand on parle de genre parce que le système économique, c'est lui qui bénéficie du maintien des normes sociales strictes qui entourent les idées de genre binaire. Et pour matérialiser un peu plus les impacts de ce système-là, on parle de normes genrées oppressives comme les inéquités salariales ou le travail genré aussi. Quand on parle de travail de care, souvent on voit une surreprésentation des femmes. C'est des tâches qui sont sous-payées et qui sont assumées par les femmes de par leurs caractéristiques de caring, d'empathique, de gentilles, de chaleureuses, etc. Alors que les hommes sont supposés être froids, matérialistes, très émotifs, mais du côté colère, etc. Et on peut le voir aussi sous différentes normes de travail ou différentes pratiques de travail comme les congés de parentalité où la femme expecte de rester à la maison pour plus longtemps, alors que dans certaines familles, ce n'est pas la réalité. Parfois, c'est l'homme qui doit s'occuper des enfants, alors que les congés de parentalité ne permettent pas toujours cette réalité-là. Donc, le capitalisme continue de renforcer et d'implémenter les pratiques qui sont entourant le genre binaire parce que ça bénéficie le capitalisme, ça bénéficie les personnes qui sont riches en ce moment, qui sont majoritairement des hommes aussi. Et dernièrement, je vous parle rapidement de la cis-hétéronormativité. Et j'ai mis en quotation ici, la norme est d'être hétérosexuel et d'être cisgenre. Cisgenre, c'est s'identifier aux genres qui ont été assignés à la naissance. Et donc, ce concept se matérialise sous forme de supposition que lorsqu'on voit une personne dans la rue, cette personne, son identité de genre correspond toujours à l'expression de son genre, donc comment elle se présente. Et c'est aussi les attentes que cette personne-là, si on assume qu'elle est un homme, mais automatiquement, cette personne va être attirée par les femmes et va se marier avec une femme, et va avoir des enfants avec une femme, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, cette forme de cis-hétéronormativité se représente sous des microagressions au quotidien, et notamment par des stéréotypes qui sont néfastes. Puis un élément important, c'est que si la majorité de ces croyances ils sont ancrées dans les concepts de la suprématie blanche, de la colonisation et de l'eurocentrisme, on peut bien comprendre que les personnes de la diversité de genre qui sont aussi racialisées ou qui sont non blanches se retrouvent encore une fois à un plus grand désavantage et font face à de plus nombreuses barrières.
Et donc, on parlait du capitalisme, du colonialisme, de la suprématie blanche et d'un autre élément qui me glisse à l'esprit maintenant. Mais tout ça mène vers la cis-hétéronormativité, où on a des attentes concrètes qui sont basées sur le genre binaire et qui mettent tout le monde dans le même panier et qui ensuite mènent des défis lorsqu'on parle du coming out, du dévoilement. Mais c'est plus dur de faire un dévoilement à ce jour parce que tout le monde s'attend à ce que nous soyons le genre qu'on présente et qu'on soit attiré par le genre qui est à l'opposé de nous. Donc, rapidement, en un petit 10 minutes top chrono, c'est les éléments d'environnement et de contexte. Et maintenant, les systèmes d'oppression, pardon. Et maintenant, je passe à la différence entre les droits LGB et les droits T dans l'acronyme LGBT, qui était l'acronyme initial lors de la défense des droits LGBT. Et je dis la différence entre les LGB et T parce qu'au sein de nos communautés, la communauté queer n'est pas immune aux impacts du colonialisme et à l'impact de la cis-hétéronormativité. Donc, au fil des années, au fil des mouvements de la défense des droits LGBTQ, il y a eu un grand mouvement d'effacement des personnes de la diversité de genre au sein des mouvements des droits. Et on a vu une ressurgence des personnes gays et lesbiennes blanches au devant de ces mouvements sur les photos, sur les livres d'histoire qui parlent de ce temps-là, parce que c'était les personnes qui étaient le plus acceptables selon les concepts et les croyances cis-hétéronormatives. Et donc, ces personnes-là, les personnes trans, les personnes de genre non conforme, deux esprits, ont été effacées de ces mouvements pour permettre l'avancée des droits LGB avant celui des droits T. Et donc, il y a eu une exclusion notamment particulière des personnes transgenres racialisées et de celles touchées par la pauvreté. Et cet effacement-là et cette séparation au niveau des années 60, 70, 80, qui a été en plus amplifiée par la crise du sida, où les personnes racialisées, les personnes trans ont notamment été impactées et ont reçu le moins de services et de soutien. Donc, elles ont fini par être moins nombreuses aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit très peu d'aînés trans et d'aînés notamment racialisés et trans, parce que ces personnes ont moins reçu de soutien au fil de la crise du sida. Et donc, cet impact de la crise du sida, l'effacement aussi dans les mouvements de la défense des droits, ça se matérialise aujourd'hui en des impacts et des conséquences concrètes dans notre communauté canadienne moderne 2023. Donc, on parle encore d'invisibilité et de marginalisation des personnes trans. Donc, les personnes trans ne sont pas perçues comme les personnes gays, comme les personnes lesbiennes, au sens de la société générale. Il y a un grand retard de sensibilisation au niveau des enjeux et des réalités des personnes trans, deux esprits non binaires. Et ça mène à des débats sur la validité de ces identités-là. Et on voit aux États-Unis présentement un nombre alarmant de bills ou de lois qui sont amenées dans la législation américaine pour bannir les personnes drag queens. Et donc, ces législations, c'est juste un pas dans la porte pour mener à la criminalisation des personnes de la diversité de genre, parce que si une personne, homme, qui s'habille en femme pour le travail, comme être drag queen, se met devant des enfants mais n'a pas le droit, bien, une personne qui voit une femme trans, qui est une femme, mais qui a été assignée homme à la naissance devant des enfants, bien, les lois sont tellement sneaky et très bien écrits à leur avantage, donc à l'avantage des personnes qui sont contre le mouvement des personnes de la diversité de genre. Et ces personnes-là, ensuite, pourraient être aussi impactées par la législation autour des drag queens, notamment. Et donc, ça mène à des violences qui sont publiques. On voit une augmentation de violences et de meurtres envers les personnes trans, notamment les personnes qui sont racisées et trans. Et on voit aussi des violences politiques. Et donc, nos identités, notre réalité sont discutées, débattues par des personnes en position de pouvoir. Et ça, c'est très, très, très dur sur le moral, très dur sur le mental. Et ensuite, mais ça fait des craintes aussi sur notre qualité de vie sur le long terme.
Donc, l'effacement des droits LGB, même s'il y a des grands avancements depuis les 2 dernières décennies, on ressent encore qu'on tire de la patte, que notre pied traîne dans la boue quand on pense aux droits globaux des personnes LGBTQIA+. Je passe maintenant aux éléments de sécurité physique et matérielle. Et ça, c'est pour vous faire comprendre un peu plus davantage les réalités du quotidien et pas au niveau systémique autant qu'au niveau interpersonnel. Et donc, les personnes trans, deux esprits non-binaires, sont encore plus à risque de vivre certaines violences et font face à des barrières très spécifiques. Et je commence donc avec les violences. Et avec une statistique de Statistique Canada qui parle que les Canadiens et Canadiennes transgenres sont 3 fois plus susceptibles de vivre des expériences de victimisation violente ou d'être confrontés à des comportements sexuels non consensuels. 3 fois plus susceptibles, c'est très notable. Les personnes de la diversité de genre aussi sont plus susceptibles d'être sujettes à des nombreuses formes de violence. Et donc, on parle physique, sexuelle, émotionnelle, verbale, publique, policière, des violences politiques et des crimes haineux. Et cette augmentation de violence sont aussi impactées, amplifiées par l'isolation sociale que les personnes trans et de la diversité de genre vivent, par les stéréotypes qui sont portés dans nos communautés envers ces personnes-là, les discours publics haineux et les différents systèmes d'oppression qu'on a vus, notamment aujourd'hui. Si on parle ensuite des barrières au niveau de l'emploi, je suis désolé. Au niveau de l'emploi, il y a de la discrimination et du harcèlement d'emploi qui sont concrètement évalués et numérisés au niveau des statistiques, comme le fait Statistique Canada en 2018, où on voit que 69,4% des personnes transgenres avaient été confrontées à des comportements inappropriés en milieu d'emploi dans les 12 derniers mois. Et ça, c'est comparativement à un frappant 22,5% de leurs compères cisgenres, et donc les gens qui s'identifient à leur genre assigné à la naissance. 69,4 versus 22,5. Je vous invite à retenir ces chiffres-là. Je pense que moi-même, quand j'ai préparé la présentation, je faisais le tour de toutes mes statistiques et des ressources que j'accumule au fil du temps et de voir cette aussi grande disparité entre les chiffres, ça fait réaliser l'urgence de la situation actuelle et l'importance de l'inclusion des personnes de la diversité de genre dans des services de soutien, dans des communautés de soutien, et donc encore plus important pour la conversation qu'on parle aujourd'hui. Sous une autre étude qui a été effectuée par Transpose Canada, les personnes racialisées et transgenres ont des chances plus accrues de faire face à des discriminations en milieu d'emploi ou scolaire. Et donc, on voit un 45% qui est les personnes racisées et les personnes transgenres, donc qui sont à l'intersection de ces deux identités, et 37% des personnes transgenres et blanches. Ça, c'est les chiffres de discrimination ou d'expérience de discrimination en milieu d'emploi et scolaire. Donc, quand on parle de colonialisme, quand on parle de suprématie blanche, ça se démontre aussi dans les expériences des personnes trans, des personnes deux esprits et des personnes non-binaires. Et donc, ces éléments de discrimination et d'harcèlement d'emploi sont causés par différents éléments, comme un manque de sensibilisation, un manque de soutien approprié. Donc, si moi, en tant que personne transféminine, j'ai travaillé dans un emploi où mon superviseur direct ou la personne qui est en charge de me superviser n'est pas au courant de qu'est-ce que c'est d'être une personne transgenre, qu'est-ce que c'est de travailler en tant que personne transféminine, mais c'est sûr que ça va me mener à, vivre des expériences qui peuvent être des microagressions ou du harcèlement, mais aussi à un manque de soutien direct. Et donc, je ne saurais pas vers qui me tourner au sein de mon organisation et ça va peut-être me mener à vivre un burn-out ou à vouloir quitter l'emploi. Et donc, ça augmente mon instabilité financière, mon instabilité de qualité de vie, etc. Et ces expériences de discrimination et de harcèlement se traduisent aussi dans le milieu de l'éducation et les personnes transgenres, les personnes deux esprits et non-binaires font face à des barrières très spécifiques au niveau des écoles. Donc, on peut penser notamment à la documentation que les écoles utilisent,
l'utilisation du nom légal d'une personne, ensuite de son nom choisi ou de son nom préféré. Et donc, ça mène à du dead naming ou du morinommage, si je ne me trompe pas, l'élément français qui provient de dead naming, donc l'utilisation d'un nom qui est plus approprié à utiliser. Et au niveau, donc ces barrières d'éducation mènent à des plus hauts taux de non-complétion de secondaire ou non-complétion d'études postsecondaires chez les personnes transgenres, deux esprits et non-binaires. Et quand on parle des milieux d'emploi, pour revenir à cet élément-là, et si on regarde aux couvertures d'assurance, souvent les couvertures d'assurance qui sont offertes par les employeurs ne couvrent pas certaines médications qui sont offertes aux personnes transgenres pour leur transition médicale. Et donc, on peut penser à des hormones, l'hormonothérapie, mais celles-ci ne couvrent non plus souvent pas des congés lors d'une opération d'affirmation de genre. Donc, on peut penser à la réassignation sexuelle ou à le mot m'échappe en ce moment, l'opération d'affirmation de genre. Donc, les politiques de couverture d'assurance souvent ne couvriront pas une période de congé qui est adéquate ou ne couvriront aucunement non plus ces soins qui sont essentiels à la sécurité physique des personnes de la diversité de genre. Donc, selon une étude récente, si on tombe maintenant dans le côté du logement, une étude récente qui a été faite en 2022 estime qu'entre 25 et 40 des jeunes qui sont en situation itinérance s'identifient comme personnes de SLGBTQIA+, et environ 10% des Canadiens et Canadiennes font partie de la communauté de SLGBTQIA+. Donc, si on pense qu'on est 10% au Canada et que 25 à 40% des jeunes en situation d'itinérance s'identifient comme des personnes de SLGBTQIA+, il y a un problème de proportion ici, clairement. Et ces problèmes liés au logement peuvent être liés à différentes causes. Donc, on pense notamment à la discrimination par les propriétaires et par les locataires. Donc, si une personne n'a pas une expression de genre qui est binaire, lorsqu'elle va aller visiter un logement pour le louer, les propriétaires peuvent voir que cette personne-là est transgenre et peuvent décider de choisir un autre locataire à la place de la personne transgenre. Et quand on parle de discrimination par les locataires, mais ensuite, ça peut être du targeting spécifique par tes voisins dans ton building qui savent que tu es trans et qui font des plaintes injustifiées à ton propriétaire. Donc, ça peut mener ensuite à des évictions qui sont douteuses et parfois non justifiées. Et lorsqu'on pense au système de justice lié au logement qui est débordé et qui peut prendre 1 an, parfois un peu plus que ça, pour passer à travers les demandes d'investigation. Mais on peut être découragé de porter plainte ensuite dans ces systèmes de justice. Et souvent, ces systèmes de justice vont être aussi discriminatoires. Et donc, on perd notre temps à apporter une plainte, ou ça peut avoir l'air qu'on perd notre temps, je devrais dire. Et dernièrement, il y a un manque de logement abordable. Et ça, je pense que chacun et chacune est au courant de cette crise du logement. Et donc, plus que les personnes trans font face à des défis d'accès à l'emploi et de stabilité financière à cause de ces défis-là, ça mène plusieurs personnes trans à être sans abri et ne pas avoir accès à des logements auxquels elles peuvent aborder. Ça me mène ensuite à ma slide sur l'accès aux services. Quelques éléments que je l'ai mentionnés au niveau de l'accès aux services. Mais quand on pense notamment aux services de soins de santé, aux services gouvernementaux, puis aux services communautaires, encore une fois, comme je le mentionne depuis les 20 dernières minutes, il y a un grand problème de sensibilisation. Et il y a aussi plusieurs problèmes au niveau de la validation qui est offerte à ces personnes-là. Et donc, quand on pense aux services communautaires notamment, lorsqu'une personne transféminine n'a pas fait énormément d'éléments de transition qui sont visibles, donc peut-être que la femme trans a des cheveux courts, s'habille d'une façon plus masculine, mais souvent cette personne-là va être highly misgendered ou mégenrée en quantité innombrable. Et donc, ça amène à des soutiens qui sont très peu appropriés et à des éléments de sécurité matérielle et physique qui sont amplifiés dans ces services-là.
Et souvent, il n'y a pas beaucoup de place à l'anonymat dans certains de ces services. Et donc, on a besoin de mentionner rapidement qu'on est trans parce qu'une pièce d'identité représente pas le genre auquel on s'identifie. Et donc, ça crée beaucoup de barrières au niveau de l'accès à ces services-là. Et ça mène souvent à des personnes trans. Ça, c'est un phénomène que je discute avec ma communauté souvent, où on attend très longtemps avant d'aller à l'hôpital, notamment lorsqu'on a un problème de santé, parce qu'on est au courant de qu'est-ce qui va ressortir de ces expériences-là. Donc, on va se faire peut-être dire que notre problème de santé est lié à notre traitement hormonaux, alors que la plupart du temps, elles ne sont pas. On peut se faire mégenrer ou se faire mépriser ou pathologiser en nous faisant dire que être transgenre, c'est une maladie mentale. Donc, il y a euh, health practitioners, des professionnels de la santé qui pensent encore de cette façon-là et qui le font savoir aux patients et patientes. Et donc, ça mène souvent aux personnes transgenres et de la diversité de genre de ne pas prendre accès à ces services-là et donc à faire face à des conséquences sociétales et systémiques. Et ensuite, on parle du social et de l'interpersonnel. Et donc, de par les systèmes qui sont en place dans le contexte canadien, les idées préconçues sur la diversité de genre et les barrières d'accès aux éléments nécessaires pour survivre dans un environnement capitaliste, donc on pense aux emplois, à l'éducation, au logement, mais les personnes de la diversité de genre se retrouvent souvent dans des situations interpersonnelles complexes. Et donc, des relations familiales qui sont peut-être coupées complètement ou qui sont violentes ou qui sont très complexes. On peut penser aussi à des relations émotives ou émotionnelles, de relations romantiques qui sont dépendantes et où la personne transgenre peut dépendre financièrement de cette personne-là ou dépendre de cette personne-là pour leur logement. Et donc, la violence peut parfois être amplifiée ou être plus à risque. Et les connexions communautaires entre les personnes trans sont très limitées. Et je pense notamment à Kingston. Il y a quelques organisations, Kingston où je réside, il y a quelques organisations qui servent à connecter les personnes transgenres, mais aucune en français. Aucune en français. Il n'y a pas de service disponible en français. Et ça me mène maintenant à parler aux spécificités du contexte francophone minoritaire. Et donc, je me lance tout de suite, même sans lire les petits avant-goûts, parce que je veux respecter le temps qu'on m'a donné aujourd'hui. Mais quand on pense à parler le français et au genre, le français, c'est fondamentalement genré, et beaucoup plus que l'anglais. Donc, je sais que personnellement, si je partage une expérience personnelle, ma transition en anglais est allée beaucoup plus rapidement qu'avec les personnes avec qui je côtoie en français. Parce que souvent, il y a moins de mots, il y a moins de vocabulaire qui me permettent d'exprimer mon genre ou mes identités de façon concrète. Et donc, ça présente des grands défis. Et lorsqu'on parle à quelqu'un en français aussi, on comprend très rapidement comment la personne nous perçoit. Et donc, en anglais, si la personne n'utilise pas miss ou même, ou n'utilise pas un pronom genré, ça va être assez dur pour moi de savoir si cette personne-là me perçoit comme homme, comme femme, comme personne de genre non conforme. Alors qu'en français, dès qu'une personne utilise un nom commun, qu'une personne utilise un élément, un adjectif, un déterminant, mais je vais comprendre si cette personne-là me perçoit comme personne masculine ou féminine. Donc, ça crée beaucoup de barrières interpersonnelles dans la langue et ça a un grand impact sur le processus de questionnement. Donc, comme je disais, pour ma part, ça m'a pris, je vous dirais peut-être un bon 6 à 8 mois avant même de partager ma transition sociale qui était très bien avancée en anglais avec les personnes qui parlent français. Souvent, ça l'a retardé parce que ça crée une crainte que lorsque la personne va faire des erreurs, ça va être beaucoup plus fréquent qu'en anglais. Donc, voici quelques petits trucs à garder en tête lorsqu'on parle français et qu'on sert des personnes de la diversité de genre. Premièrement, monsieur, madame, c'est des formes de politesse coloniale et qui sont vraiment pas nécessaires. Parce qu'on peut s'appeler par notre nom de famille. Dans certaines cultures aussi, c'est la norme. Mais souvent, lorsqu'on offre des services communautaires, des services de care ou de soutien, monsieur, madame est rarement utile ou nécessaire. Ensuite, assumez le genre de quelqu'un selon ce qu'elle vous présente, par ses vêtements, par son maquillage, par ses cheveux, par son apparence.
assumer son genre, c'est pas un bon move. On évite le plus possible. Et à la place, on peut offrir ses pronoms et demander les pronoms de la personne pour s'assurer de bien la genrer. Et donc, on peut dire bonjour, mon nom c'est Zachary, moi j'utilise les pronoms elle et lui. Est-ce qu'il y a des pronoms que toi tu préfères que j'utilise? Est-ce que tu peux me partager tes pronoms? On peut toujours le demander. Et si la personne ne préfère pas dévoiler ses pronoms parce qu'elle ne se sent pas en sécurité, elle est peut-être accompagnée par une personne qui est un caregiver ou un parent et que cette personne-là n'a pas fait son dévoilement en tant que personne de la diversité de genre, mais vous pouvez aussi seulement vous tourner vers l'utilisation du nom. Et ça va sonner souvent plus formel et c'est moins naturel, mais ça se fait. Donc, Zachary est la coordonnatrice de l'engagement francophone. Zachary est aussi une artiste. Et Zachary aime beaucoup la lasagne. Je dis un peu n'importe quoi, mais c'est pour vous dire que les pronoms peuvent être remplacés par le nom. Et lorsqu'une personne transgenre est dans un endroit qui n'est pas sécuritaire, ça peut être la meilleure façon de référer à cette personne-là. Donc, à l'écrit, ensuite, on peut utiliser une écriture épicène ou inclusive. Et en français, l'écrit est beaucoup plus simple que le parler. Et donc, je vous partage quelques exemples du côté épicène ou inclusif. Donc, quand on parle d'une écriture épicène, on parle d'une écriture qui est neutre. Et donc, qui ne laisse pas paraître de genre à travers les mots, les adjectifs, etc. Et donc, j'ai la même phrase qui est écrite en épicène ou en écriture inclusive. Donc, en épicène, on dit les bénéficiaires de nos services sont des personnes ayant vécu de la conjugaison, de la violence conjugale, pardon. Et en écriture inclusive, on peut dire les usagers et les usagères de nos services sont tous des survivants, des survivantes de violences conjugales. Et c'est pourquoi je vous disais qu'en l'écrit, c'est plus simple qu'au parler. C'est qu'au parler, ça nous mène souvent à faire des doublons. Et donc de dire usager, usagère, survivant, survivante, ce qui est très bien. Et même que c'est très encouragé de switcher l'ordre de ces deux mots-là et de dire usagère et usager, ou survivante, survivant, pour aussi contrer le mouvement de masculinisme qui est ancré dans la grammaire francophone. Et donc, je vous invite à jouer avec ces deux types d'écriture, d'explorer qu'est-ce qui vous semble le plus naturel, qu'est-ce qui est le plus approprié pour votre contexte, votre travail ou votre vie personnelle, et à utiliser une écriture qui n'est pas genrée à l'écrit. Et je vous encourage aussi à aller chercher des ressources pour apprendre sur cette écriture-là. Donc ici, on a Divergent, qui est une organisation membre de notre du réseau Enchanté et qui a créé un guide de grammaire neutre et inclusive. Donc, ça vous donne plein d'outils pour mieux comprendre comment utiliser la grammaire épicène et la grammaire inclusive. Et un terme qui est génial, qui est une ressource qui est géniale, qui est le guide d'écriture inclusive par le Club Sexu, qui fait du travail incroyable à Montréal notamment. Vous pouvez retrouver ce livre qui s'appelle Apprendre à nous écrire et qui va vous donner encore d'autres outils pour écrire de façon non genrée et inclusive. Et c'est vraiment important de mettre de l'avant que moi, je peux préférer un type d'écriture et qu'une autre personne de la diversité de genre peut préférer une écriture qui est différente. Et donc, gardez ça en tête lorsque vous écrivez. Il faut garder une certaine fluidité parce que si on revient à un concept de genre qui est plus diversifié, mais qui est aussi rigide, on vient réimplémenter et répéter les mêmes erreurs qui ont été imposées par le système colonial et de suprématie blanche. Donc, gardez un peu de fluidité dans la façon que vous référez aux personnes et surtout, écoutez la personne à qui vous vous adressez et ses préférences. Et dernièrement, ça c'était une très bonne nouvelle. Si je me souviens bien, c'était le 4 octobre 2022, concrètement, où le gouvernement du Canada a émis ses lignes directrices et des ressources sur l'écriture inclusive. Et donc, ça vous montre que le gouvernement fait du progrès, que le gouvernement reconnaît aussi l'importance d'une écriture qui est inclusive, autant pour des concepts ou des croyances féministes que pour des croyances aussi trans-affirmatives. Et donc, c'est une autre ressource qui est un peu moins flexible et je vous encourage à vous baser sur des ressources communautaires qui sont beaucoup plus en connexion et en conversation avec des personnes francophones de la diversité de genre. Et les lignes directrices et des ressources sur l'écriture inclusive peuvent être un outil incroyable pour présenter cela à vos gestionnaires, à vos personnes en position de leadership. Donc, je vous encourage à regarder ça aussi.
Zachary, si je peux me permettre de te couper, si tu peux parler juste un peu plus fort. Oui, absolument. Merci beaucoup, Sabri. Donc, je poursuis. Je vais passer un peu plus rapidement sur les prochaines slides pour qu'on puisse parler des pistes d'idées plus concrètes. Mais il faut comprendre que dans les communautés francophones au Canada et francophones minoritaires, il y a un historique religieux très concret et qui se fait ressentir encore aujourd'hui. Et donc, l'Église catholique a représenté les intérêts des francophones auprès des gouvernements pendant une grande partie du 20e siècle. Et aujourd'hui, c'est des organisations communautaires qui le font, mais ces organisations communautaires-là prennent beaucoup plus ont beaucoup plus de valeurs qui sont conservatrices. Et la sensibilisation de ces milieux-là sont souvent plus lents. Et je peux vous dire que j'allais passer à une autre slide, mais je me spoilerai pas mon contenu non plus. Et ici, ça parle de école catholique francophone et c'est pour parler que le contexte francophone est encore influencé par les écoles qui sont catholiques. Et donc, ici, je ne veux vraiment pas mettre du négatif au niveau de la religion. C'est vraiment pas mon but. Par contre, il faut comprendre l'impact et l'historique des croyances catholiques qui ont été imposées sur nos communautés et leurs impacts nocifs, leurs tentatives d'assimilation via les thérapies de conversion, etc. Et je m'excuse, je passe un peu plus vite pour vraiment respecter le temps. Et quand je parle de sensibilisation des communautés, ici, on parle on me dit souvent, et moi j'ai déjà dit aussi, soit on est queer ou soit on est francophone. Soit on est queer, soit on est francophone. Et techniquement, on ne devrait pas avoir à faire ce choix. Mais il y a un grand manque de ressources en français pour parler des réalités queer, parler de la diversité de genre. Et il y a notamment un grand manque de financement des organisations francophones de SLGBTQI+. Et donc, ça crée, ça renforce le manque de ressources, le manque de services, etc. Puis le concept de l'intersectionnalité, qui, je pense, dans les communautés anglophones, est très bien connu et les gens en parlent depuis longtemps, bien, au contexte francophone minoritaire, et c'est très différent du Québec, il faut vraiment le noter, là, mais l'intersectionnalité en contexte francophone minoritaire est un concept qu'on parle peut-être depuis 10 ans, peut-être 15 ans, et c'est un contexte qui est très nouveau comparé aux communautés anglophones. Et donc, souvent, quand on parle qu'on est francophone, on parle des enjeux francophones, on ne sera pas capable de parler des enjeux autochtones, des enjeux queer, des enjeux trans, des enjeux des personnes handicapées ou qui vivent avec un handicap, pardonnez-moi. Et donc, ça amène souvent à une radicalisation, une priorisation des enjeux. Et donc, l'intersectionnalité, il faut le mettre de l'avant dans nos communautés. Et donc, puisqu'il y a un manque de services, il y a un manque de financement des organisations francophones en général, et nos organisations francophones, même pas queer, juste organisations francophones, sont sous-financées et ont un grand retard dans leur financement. En plus, il y a un manque de ressources pour la sensibilisation, il y a un manque d'organisation de SLGBTQI+, mais ça mène à un accès très limité aux services qui sont transaffirmatifs, et souvent, on va faire face à des services non informés. Et un exemple que j'aime bien donner pour imager le tout, c'est moi, en tant que personne francophone qui va aller chercher des services de santé, je vais premièrement me demander, OK, est-ce que j'ai accès à des services qui comprennent les réalités des personnes autochtones? Est-ce que les gens vont bien me genrer, utiliser mon bon nom, etc.? Est-ce que je vais pouvoir avoir accès à des hormones, à de l'hormonothérapie, à des services affirmatifs? Et toutes ces questions-là, souvent, me mènent à ne même pas pouvoir me penser ou me questionner sur est-ce que je reçois des services en français. Et donc, ça me mène souvent à aller chercher des services anglophones et à ne pas pouvoir bien défendre mes droits en tant que francophone. Ça mène... Zachary, si je peux te couper, tu peux prendre plus de temps si tu as besoin. Ne te presse pas. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'éléments à incorporer et j'essaie de vous transmettre ça le plus possible, mais sachez qu'une présentation d'1h15, 1h30, c'est pas assez pour apprendre concrètement comment servir les personnes trans. Et donc, je vous invite à continuer vos discussions en tant qu'organisation et à chercher plus de soutien en formation par après. Et c'est dans ça qu'on tombe juste au moment. Donc, on va parler de certains principes transversaux pour créer des communautés de soutien bienveillantes. Puis on va parler ensuite de création d'espaces sécuritaires, des structures organisationnelles et la création de services appropriés et informés.
Et donc, voici quelques idées. Et ça, quand on me demande de parler d'inclusion au niveau des communautés de LGBTQIA+, la première chose que je dis, c'est que vous n'êtes pas obligé de connaître toutes les lettres de l'acronyme et toutes les étiquettes pour s'identifier comme personne queer, pour respecter. Donc, comprendre et respecter, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est important de respecter et de donner la dignité aux gens qui sont autour de nous et de leur donner une bonne foi pour ensuite être capable de bien les servir. Et donc, comprendre, c'est important. Aujourd'hui, on a fait plusieurs éléments d'apprentissage, mais respecter, c'est le premier élément. Ensuite, on donne toujours, je vous encourage à donner de l'autodétermination aux personnes que vous servez. Et comme je parlais lorsqu'on parlait du langage et de l'écriture inclusive, si une personne vous dit qu'elle veut être référée par un pronom que vous ne connaissez pas, un nom que vous ne connaissez pas, un élément que vous ne comprenez pas, c'est de lui donner une autonomie, de croire en l'autonomie puis en les compétences de cette personne-là quand il en vient à ses expériences personnelles. Donc, autodétermination et autonomisation des gens qu'on sert, c'est la première chose aussi. Ensuite, individualité des expériences. Quand on parle d'individualité des expériences, c'est que moi, en tant que personne trans, je peux avoir des expériences particulières qui sont impactées par où est-ce que je vis, par ma famille, par ma jeunesse, par mon niveau d'éducation, par l'accès au travail que j'ai. Et donc, mes expériences vont être en fait toujours complètement différentes de la personne trans qui va se joindre à mes côtés. Et donc, donner cette individualité-là aux personnes que vous servez. Ensuite, la joie trans, ou trans joy en anglais. C'est important d'offrir des services qui répondent aux problématiques et aux défis des réalités des personnes de la diversité de genre, mais c'est aussi important de souligner et célébrer les éléments positifs qui viennent avec le fait d'être trans. Être trans, pour moi, ça a été une libération, ça a été un outil très, très, très puissant dans la façon que je communique et que je me tiens dans une pièce, dans les événements que je vais maintenant. Ma vie est complètement changée de par cette identité et par le vocabulaire qui m'est maintenant disponible. Et donc, j'aime ça voir des services qui non seulement m'aident à naviguer les systèmes, mais aussi qui célèbrent et qui mentionnent et qui soulignent la joie que c'est d'être trans aussi. Ensuite, intersectionnalité, je l'ai mentionné, en français notamment. Parlons d'intersectionnalité, éduquons, partageons nos connaissances liées à l'intersectionnalité pour s'assurer que tout le monde qui se retrouve à l'intersection de différentes identités minoritaires ou en besoin d'équité puisse recevoir des services appropriés. Et dernièrement, ne rien assumer. Je pense qu'en tant que... moi, j'ai offert des services pendant un bout de temps à des jeunes qui provenaient de milieux moins privilégiés et ensuite à des personnes qui étaient des nouveaux et des nouvelles arrivantes. Et une chose que je faisais à chaque fois que j'entrais dans un rendez-vous ou dans une conversation, c'est de ne rien assumer. Dès que j'ouvre la porte, j'oublie tout ce que je peux savoir de cette personne-là, tout ce que j'ai lu dans son dossier. Et ça, c'est important. Et d'écouter ce que la personne nous dit, mais aussi de lui donner les opportunités de nous communiquer un peu plus d'informations sur elle. Et donc, assumez rien sur cette personne-là et apprenez ce qu'elle veut vous dire, tout en vous basant sur vos connaissances puis vos expériences personnelles. Ensuite, si on se retourne un peu plus sur les structures organisationnelles, les structures de vos services puis de vos organisations, quand je parle de structure, je parle de politique, je parle de procédure, je parle de processus. Mais souvent, les lignes directrices pour la création les chances que si vous n'êtes pas une organisation par et pour les personnes de la diversité de genre, mais votre structure n'a sûrement pas été conçue en ayant en tête nos communautés. Et ça, c'est important de le acknowledge, de le reconnaître, de dire il n'y a personne dans mon équipe, dans mon équipe de direction, dans mon conseil d'administration qui est trans ou de la diversité de genre ou deux esprits. Et donc, probablement que mes structures, mes politiques vont être oppressives, vont créer des défis envers ces personnes-là. Et ça ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose de mal, ça veut dire que vous pouvez faire quelque chose de mieux et que vous en avez encore l'opportunité. Et donc, c'est important de décoloniser et de questionner nos systèmes internes. Et je dis décoloniser parce que quand on comprend que les normes de genre binaire et les systèmes qui impactent la vie des personnes trans, même si elles ne sont pas autochtones,
ça provient toujours des systèmes coloniaux suprémacistes blanches. Et donc, c'est important d'écouter les connaissances, les savoirs, les façons de faire des personnes autochtones et de les implémenter parce qu'un milieu, une communauté décolonisée ou indigénisée, c'est un milieu qui est mieux pour tout le monde. C'est un milieu qui va permettre plus l'individualité, l'humanité de chacun des individus. Et donc, je vous invite à décoloniser vos systèmes et vos pratiques internes. Et donc, 3 étapes pour faire ce travail-là. Premièrement, c'est questionner vos intentions dans ce processus-là. Pourquoi est-ce que je veux rendre mes espaces plus inclusifs? Est-ce que c'est pour pouvoir dire que mes espaces sont inclusifs? Est-ce que c'est pour pouvoir mettre des choses sur les réseaux sociaux ou sur mon site web qui dit qu'on est trans inclusive, queer friendly? Ou est-ce que c'est parce qu'on veut actuellement mieux servir, être mieux informé et offrir des services qui vont apporter des changements transformateurs dans la vie des personnes de la diversité de genre? Donc, questionnez vos intentions au début. Et ensuite, regardez votre état actuel. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Quels sont vos services? Quels sont vos processus, vos politiques? Et ça, vous allez être mieux positionné ensuite pour voir les éléments qui sont nécessaires d'être améliorés ou d'être peut-être même éradiqués parfois. Et dernièrement, créer un plan d'action concret. Qu'est-ce que vous allez faire? Quels sont vos engagements? Comment allez-vous communiquer avec les communautés trans ou les communautés qui vont être impactées par le travail que vous accomplissez? Donc, on questionne nos intentions, on pense à qu'est-ce qu'on fait présentement parce que c'est important d'être connecté au travail qu'on fait, aux réalités de notre travail, pour ensuite être capable d'établir des actions concrètes. Et donc, voici quelques éléments à évaluer puis à réfléchir. Donc, est-ce que vous avez fait des efforts de sensibilisation et des apprentissages au sein de vos équipes avant? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des personnes trans ou des personnes de la diversité de genre? Qu'est-ce que ça avait fait? Est-ce que ça avait été positif? Est-ce que ça avait été négatif? Est-ce que vous aviez reçu des commentaires des personnes de la diversité de genre auparavant? Est-ce qu'il y a des personnes de la diversité de genre en position de leadership ou est-ce que c'est tous des personnes qui sont de première ligne ou qui sont tous à contrat? Ça, c'est souvent ce qu'on voit aussi, les personnes trans sont plus souvent engagées sur des contrats de courte durée et donc leur stabilité d'emploi et financière sont encore très précaires dû à ce besoin de retrouver un emploi ou de self-advocate pour que le contrat soit renouvelé. Ensuite, regardez vos processus RH, vos politiques. Regardez vos processus de rétroaction aussi, de commentaires. Si vous invitez vos employés ou vos bénéficiaires de services à donner des commentaires, est-ce que c'est un système ou un processus qui est invitant, qui est anonyme, qui est sécuritaire? Donc, pensez à tout ça. Et donc, pour créer des espaces sécuritaires, il faut bien définir à qui nos services s'adressent présentement, à qui on veut qu'ils s'adressent. Ensuite, il faut consulter ces communautés-là constamment et pas juste une fois. Et ensuite, on passe 5 ans à offrir un service. Il faut concrètement créer des relations durables avec ces communautés-là. Et donc, et peut-être même engager des consultants ou des consultantes externes pour du soutien. Ensuite, il faut s'assurer que nos fondations organisationnelles, donc nos politiques, nos processus, nos procédures, nous permettent d'accueillir des bénéficiaires, mais aussi des employés de la diversité de genre. Donc, on regarde nos programmes d'assurance, on regarde nos processus d'embauche, notre formulaire d'application pour un poste, etc. Et ensuite, il faut imprégner, et ça c'est mon bout préféré de l'atelier, je crois, et que j'adore parler de cet élément-là, imprégner ces pratiques dans des principes du care, de soutien, de soins informés par le trauma, et surtout ancrer ces intentions dans la dignité et l'autonomisation. Le but de créer des services de soutien, c'est pas que cette personne-là ait besoin de ce service-là pour les 15-20 prochaines années de sa vie. C'est être en mesure de lui donner des outils pour qu'elle soit en mesure de stand in its identity, de bien s'identifier, de bien fonctionner et donc de lui offrir aussi beaucoup de dignité. Et la dernière slide, je crois, de la présentation d'aujourd'hui, des éléments à considérer lors de la création d'espaces inclusifs pour les personnes de la diversité de genre. Premièrement, l'anonymat, et pas juste d'un individu, mais aussi d'une identité. Ça se peut que si moi je suis dans vos services, je vous dis je suis une personne trans, ça ne veut pas dire que je veux que tout le monde le sache, ça ne veut pas dire que si j'apporte quelqu'un
Je veux que cette personne-là soit au courant. Donc, parler de cet anonymat et des différentes barrières. Il faut être explicite dans son inclusion et pas juste s'attendre à ce que les gens sachent qu'on est inclusif aussi. Il faut qu'on pense aux dynamiques de violence intracommunautaire au sein des communautés queer. Et je vous recommande un livre écrit par Kai Cheng Thom qui s'appelle I Hope We Choose Love et qui parle des problèmes de violence au sein des communautés queer. Et ça, il faut en être conscient aussi. On n'est pas immune non plus. On n'est pas des saints, des saines au sein de nos communautés. Des interactions avec la police ou autres formes d'autorité. Pensez aussi à comment est-ce que la police ou d'autres formes d'autorité peuvent interagir avec les bénéficiaires de vos services et quel risque ça pourrait augmenter. Pensez notamment à l'utilisation du nom légal versus le nom de l'individu qu'elle vous dit qu'elle veut l'utiliser. Et ensuite, pensez à des mesures d'urgence en place. Donc, des endroits isolés, peut-être pour qu'une personne qui se sent triggered ou impactée par une discussion puisse aller s'isoler. La promotion des services. Comment est-ce que vous vous assurez de l'inclusion dans cette promotion des services? Et donc, dernier élément, je te vois, Sabri, je conclue rapidement. Pour que nos services aussi puissent bien servir les personnes de la diversité de genre. Il ne faut pas non plus qu'elles soutiennent ces personnes-là juste au niveau d'un seul niveau. Il faut vraiment qu'un service puisse développer chacun des éléments. Et là, je vous présente 3 niveaux. Navigation des systèmes, c'est tout ce qu'on a parlé par rapport à l'emploi, à la santé, services communautaires. Ensuite, interpersonnel et communautaire. Donc, comment on soutient les personnes trans à développer des connexions stables et un cercle de soutien. Ensuite, la sécurité physique et matérielle, comment on soutient ces personnes-là. Et ça ne veut pas dire que votre service va tout faire, mais c'est important ensuite d'aller développer des partenariats ou des relations avec des organisations qui peuvent adresser les besoins des personnes et que vous n'êtes pas en mesure d'adresser. Et donc, avec cette grande présentation et plein de petits bouts d'informations que je vous partage aujourd'hui, mais je tiens vraiment à vous dire miigwech. Merci à tous pour votre participation, votre écoute, et j'ai hâte de répondre à vos questions et d'adresser les éléments qui... j'ai vu plein de choses dans le chat, puis je vois plein de questions dans le Q&A, donc j'ai bien hâte de les adresser aussi. Merci beaucoup, miigwech. Merci, Zachary, pour ta présentation intéressante et engagée. On va passer maintenant à la période des questions-réponses. La première question, ce serait comment les gens peuvent-ils agir en tant qu'alliés des personnes issues de la diversité de genre? Je pense que ça va de plusieurs éléments. Premièrement, je vais ramener un élément que j'ai parlé et que de comprendre, ça ne veut pas dire respecter. Et si on ne comprend pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas respecter. Et donc, oui, je vous encourage à apprendre, je vous encourage à faire des recherches, mais je vous encourage notamment à respecter les gens qui sont autour de vous et à leur offrir le bénéfice du doute, comme on dit en français, la croyance qu'elles sont les maîtres de leurs propres expériences et qu'elles sachent qu'est-ce qui est le mieux pour elles. Et donc, vraiment, pour être un allié, je vous encourage premièrement à réfléchir à vos connaissances et ensuite à réfléchir à comment vous approcheriez une relation avec ces telles personnes. Puis un autre élément que je vais apporter, quand on parle du mouvement d'être un allié, c'est une conversation qu'on a de plus en plus depuis les événements du mouvement Black Lives Matter en 2020. C'est un concept qui est j'en entends de tout bord, tout côté. Et souvent, c'est un concept qui reste individuel. Où on va écouter un podcast chez soi, on va écouter un documentaire, on va lire un livre et on n'ira pas embarquer dans des conversations avec nos pairs par peur de dire la mauvaise chose, par peur de faire du mal. Et cette peur d'avoir des conversations-là nous bloque concrètement en tant que communauté à devenir de très bons et de bonnes alliés pour chacune et chacune des personnes qu'on est en contact avec. Donc, je vous encourage à briser cette barrière du personnel au niveau allié et d'aller du côté plus communautaire. Merci, Zachary, pour ta réponse. On a une deuxième question. Avez-vous des conseils sur la divulgation de soi via les pronoms dans un cadre de thérapie clinique et familiale? Pour le contexte, je suis thérapeute pour les enfants et les familles dans une agence spécialisée en violence conjugale. Je suis non-binaire et j'utilise les pronoms elle et il. Je partage souvent mes pronoms avec les jeunes avec lesquels je travaille, mais j'hésite à le faire avec leurs parents par crainte de vivre de la transphobie.
C'est une très bonne question parce que non seulement ça impacte le travail que vous allez être en mesure de faire avec la personne que vous servez, mais ça vous met aussi dans une situation précaire au niveau de l'emploi. Si le parent fait une plainte, ça peut être très difficile à naviguer. Mais moi, ce que je sais de mon expérience personnelle, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu la chance de partager mes pronoms, ça l'a toujours mené à une expérience d'apprentissage et ça m'a aussi mené à connaître mieux mes limites face à mon travail. Et j'ai déjà fait face à des expériences négatives où une personne ne comprenait pas, ne respectait pas ou était vraiment contre mon identité lorsque je l'ai partagée. Et ça m'a permis d'avoir des plus grandes discussions avec mon employeur pour parler de mes limites, mais aussi des soutiens que mon employeur peut m'offrir dans ce travail-là. Donc, j'encouragerais de le partager et de faire confiance à votre corps, aux signes que votre corps vous envoie. Et si vous n'êtes pas en sécurité, ça veut probablement dire il y a quelque chose à adresser au niveau du processus, puis au niveau des personnes que vous desservez aussi. J'espère que ça peut aider. Merci, Zachary. On a une autre question. Le français est ma deuxième langue et je travaille plus en anglais qu'en français, entre parenthèses, en santé. Est-ce que vous pouvez me dire à haute voix les pronoms non binaires les plus utilisés? Je les vois souvent à l'écrit, mais j'entends rarement les prononciations. Merci. Oui, en français, on a un pronom qui est très commun, qui est le pronom iel, et qui est plus souvent appelé IEL, donc iel, et qui est un mix de il et de elle. Il y a une variété de pronoms non binaires qui peuvent être utilisés. Et il y a même des chercheurs et des rechercheuses qui ont trouvé des écrits européens qui parlent de pronoms en français durant le temps médiéval, qui étaient communément utilisés et qui étaient non genrés. Et donc, on parle de pronoms comme al, al, on a ul, ul et ol, ol. Et donc, oui, je vois dans le chat IL, IEL, c'est exactement l'équivalent un peu du D en anglais. Et donc, il y a plusieurs options en français aussi, mais plus communément, on connaît le terme IEL, IL. Merci, Zachary, pour ta réponse. On a la prochaine question. Euh, je travaille pour la société Alzheimer de Hastings, Prince-Édouard. Nous avons de nombreux groupes de soutien pour les partenaires de soins qui s'occupent de personnes atteintes de démence. Nous avons des groupes mixtes et des groupes spécifiques pour les hommes et les femmes. Comment une personne non binaire ou bispirituelle percevrait-elle ce choix de groupe? Se sentirait-elle à l'aise de choisir entre un groupe sexué ou un groupe mixte? Ou serait-il préférable de ne pas avoir de groupe homme-femme du tout? C'est sûr que je peux principalement partager sur qu'est-ce que moi je ferais dans cette situation-là. Je ne peux pas parler pour tout le monde et toutes les personnes de la diversité de genre. Et probablement que je choisirais de ne pas accéder à ces services, malheureusement. Parce que je sais que si la base des réflexions et de la création des services que vous offrez est binaire et que moi, ce n'est pas quelque chose que je m'identifie, je sais que si je vais du côté féminin, je suis une personne transféminine avec une personnalité et une expression qui peut être qualifiée d'un peu plus féminine, je pencherais vers le côté femme, mais je sais que mes expériences ne pourraient pas être toutes comprises et ne seraient probablement pas toutes bien accueillies non plus. Donc, j'aurais beaucoup de difficultés à me laisser aller et à vraiment atteindre les bénéfices maximum qui pourraient être offerts par ces services-là. Donc, je parle pour moi et peut-être pour d'autres personnes de la diversité de genre, mais rarement je prendrai accès à des services qui vont être notamment et bien nommés comme binaires. Merci Zachary. Une petite question avant d'en donner une autre. Est-ce qu'il existe une liste des 22 organisations francophones en milieu minoritaire qui travaillent avec le réseau Enchanté par rapport à une des premières slides? Il n'y a pas une liste concrète, mais sentez-vous bien à l'aise de partager mon courriel et ça me fera plaisir de partager une liste, mais je vous encourage à aller sur le site de enchanténetwork.ca et de regarder. Souvent, leur nom va être en français dans la liste aussi. Merci beaucoup. Une autre question. Je travaille dans le domaine de la protection de l'enfance et je trouve que l'un des plus grands défis dans mon travail avec les familles et les jeunes est la vision et l'approche archaïque du système juridique dans les affaires qui impliquent des questions trans, en particulier lorsqu'il s'agit d'interroger et de questionner les enfants.
Je m'occupe d'enfants qui vivent dans 2 foyers et qui subissent des pressions de la part de leurs parents pour qu'ils s'identifient différemment dans 2 foyers et je me débat avec des problèmes de santé que cela perpétue et l'impuissance que les parents et moi-même ressentons à maintenir l'attention sur le jeune, ses besoins et son sentiment d'identité. Quel est votre point de vue sur cette question? Quelle initiative ou groupe, le cas échéant, puisse soutenir pour défendre le droit de ces jeunes? Est-ce que cette question-là est dans le Q&A? Il y avait beaucoup d'informations, puis je veux m'assurer de bien... Oui, elle est dans le Q&A. Ah voilà, je la trouve. Merci beaucoup. Je ne suis pas une professionnelle de la justice, mais la première chose qui me vient en tête, c'est de vous référer notamment à une de nos organisations membres qui s'appelle Justice Trans ou Justice Trans, qui est une organisation nationale et qui fait de la recherche sur les droits judiciaires des personnes trans dans différentes provinces et territoires. Et donc, je vous encourage à entrer en conversation avec ces personnes-là qui vont pouvoir vous donner plus d'informations là-dessus. Mais je pense, la chose qui me revient le plus de la question qui était ressortie, c'était l'élément d'un jeune qui est appelé à utiliser des termes différents ou de pouvoir être ouvert ou non face à son identité dans différents foyers et les impacts en santé mentale, mais même en santé physique que ça peut apporter aussi. Et je pense que, la question, je ne sais pas si j'ai tous les outils pour bien y répondre, mais je pense que c'était une question importante à lire de voix haute. Et je vous encourage à aller voir aussi dans le chat Justice Trans. Je vous encourage à rentrer en contact avec ces organisations-là pour peut-être obtenir un peu plus d'informations pertinentes à votre travail. Mais merci pour la question. Je suis désolé de ne pas avoir tous les outils pour bien y répondre. Merci Zachary. La prochaine question. En tant que prestataire de soins de santé, je travaille avec des enfants indigènes et leurs familles dans leur communauté de réserve. J'ai rencontré des familles où le parent n'accepte pas l'identité de son enfant. Cela peut rendre la relation parent-enfant très tendue, ce qui peut entraver des changements favorables à la santé que j'essaie de suggérer. Avez-vous des recommandations pour améliorer ce type de relation parent-enfant? Peut-être des livres ou des brochures? Hmm. Premier élément, je pense plus au niveau conceptuel et peut-être moins concret de ressources, mais lorsqu'un parent va contrer l'identité d'un enfant et pousser l'enfant à retourner dans le placard ou à ne pas utiliser les termes que l'enfant veut utiliser, ça a toujours une racine. Soit ça peut être au niveau des croyances, soit ça peut être au niveau de la méconnaissance. Mais souvent, c'est une cause qui peut être remédiée. Et ça, c'est pas pour tout le monde, on veut pas généraliser, mais la conversation pour comprendre d'où vient ce refus au niveau de l'identité de l'enfant, parce que c'est la première étape pour ensuite identifier les bons outils ou les bonnes conversations à avoir avec l'adulte pour s'assurer que l'enfant puisse avoir accès à un milieu familial plus inclusif. Au niveau des ressources et de livres, je vais, si vous me le permettez, puis je ne sais pas si c'est quelque chose qui est possible, mais j'ai une liste que je ne me souviens pas actuellement exactement qu'est-ce qui est dessus, mais je pourrais l'envoyer à un ou une représentante du Learning Network. Ça pourrait être une ressource qui est attachée aussi aux ressources qui vont être sur le site web. Ouais, oui, c'est possible si tu veux nous envoyer la liste, qu'on puisse la partager ensuite à toutes et tous les participants. Daniel. Excellent. On va prendre une dernière question avant de terminer le webinaire. Je travaille en maison d'hébergement pour les femmes et enfants victimes de violences conjugales et j'aimerais savoir ce que tu proposes face au co-chambrage et la résistance des autres hébergés, etc. Ça, c'est une grande question et c'est pas la première fois qu'on me la pose, surtout pour les centres qui s'identifient comme des centres pour femmes. Et je pense que la présence de diversité de genre ne remet pas en question l'impact nocif que les femmes peuvent vivre et la violence fondée sur le genre et fondée sur le sexe parfois aussi que peut être vécue par les femmes. Donc, c'est une question qui est très complexe. Et encore une fois, je me tourne vers le concept d'autodétermination, autant pour les personnes transgenres que pour les femmes dans ces centres-là, qui sont peut-être pas à l'aise de vivre avec une personne qui est trans. Et il y a une différence entre ne pas vouloir vivre avec une personne qui est trans à cause de mauvais stéréotypes
ou à cause de méconnaissance des réalités ou seulement par refus lié à des croyances, comparé à une femme qui refuse par des expériences vécues, par des traumas, par de la violence qui impacte sa vie et son bien-être. Et je pense qu'une femme qui explique et qui exprime pour son refus a autant de validité lorsque ce n'est pas basé sur des stéréotypes néfastes ou incorrects. Euh, en tant que personne transféminine, puis en tant que personne qui pourrait avoir accès à ces services-là, j'aurais espoir que lorsque j'approche un prestataire de services qui s'identifie pour les femmes, il va y avoir de la flexibilité ou de la fluidité, que si j'explique mes expériences, qu'on comprend bien ma réalité, mais que le prestataire de service va aussi pouvoir tenir des conversations, offrir des ressources aux bénéficiaires femmes pour qu'elles aussi puissent comprendre mes réalités et peut-être développer des meilleures connaissances pour être plus empathique et m'accueillir meilleur. Mais c'est vraiment dur de dire est-ce qu'on devrait éradiquer le centre pour femmes, est-ce des centres pour personnes qui ont vécu de la violence? C'est une question qui est très grande et qu'en 3 minutes et demie, je n'aurai pas la chance de répondre concrètement. Mais fluidité, autodétermination, et ça vaut autant pour les personnes de la diversité de genre que pour les femmes qui bénéficient des services aussi. Excellent, merci Zachary pour ta réponse. On a plusieurs autres questions qu'on ne va pas pouvoir répondre malheureusement car c'est tout le temps qu'on avait prévu pour aujourd'hui. Encore un gros merci Zachary de t'être joint à nous aujourd'hui et à tous les participants du webinaire. Un gros merci aux interprètes de langue anglaise Wendy et Peter, ainsi qu'aux interprètes ASL Dean et Christy. Veuillez noter qu'une fois que le webinaire sera terminé, un sondage d'évaluation s'ouvrira dans votre navigateur. Veuillez le remplir, cette enquête d'évaluation, pour recevoir votre certificat de participation. Merci à tous et au nom de toute l'équipe du Learning Network, au revoir.